Bismillahirrahmanirrahim. Continue le cours toujours du syndrome de Cushing. Nous sommes arrêtés aux signes non spécifiques. Donc vous pouvez consulter la partie précédente pour les gens qui sont nouveaux. On avait abordé les signes dits spécifiques. Maintenant on continue toujours dans notre démarche avec les signes qui sont non spécifiques. Toujours vous allez retrouver tout ce support dans la description. Un maximum de partage comme d'habitude. Et on continue à notre cours. Donc, premier signe qui est non spécifique à cette pathologie c'est plutôt l'hypertension artérielle, qui est liée à l'action minéralocorticoïde, du cortisol aussi. Les complications peuvent être oculaires, rénales, cardiovasculaires, notez-vous bien, peut-être signe de gravité ou bien dans les formes graves, on peut avoir un retentissement, voire une comorbidité cardiovasculaire qui est élevée, qui peuvent déjà exister lors de la maladie et découverte à un stade malheureusement qui est avancé. Donc premier signe non spécifique le plus grave, c'est l'hypertension artérielle. Les autres signes, donc le cortisol, il a un rôle, notez-vous bien, une action minéralocorticoïde en substitution ou bien en addition. D'autres complications, je répète, oculaires, rénales, cardiovasculaires, c'est ce que vous avez vu dans l'HTA, dans la cardiologie. Les autres signes, ce sont des signes neuropsychiques, complications oculaires, complications rénales, complications cardiovasculaires. J'insiste sur les complications cardiovasculaires, faites attention. Les autres signes sont des signes neuropsychiques. Le patient pourra avoir des troubles de sommeil. C'est pour cela qu'on avait dit au début de ce cours que la symptomatologie était un peu trompeuse. Donc, troubles de sommeil, il peut avoir une dépression, il peut avoir une anxiété, il peut même avoir des bouffées délirantes. Ça peut entrer même au domaine de psychiatrie où le patient pourra avoir des délires. Donc, hypertension, signes neurologiques, bien neuropsychiques, troubles de sommeil, dépression, anxiété, bouffées délirantes, voire même des troubles de la fonction gonadique. Donc, chez la femme, elle pourra avoir des troubles de l'ovulation. Chez l'homme, il pourra avoir l'oligosponioménorrhée, plutôt l'oligosponioménorrhée chez la femme, et une diminution de la libido, voire une impuissance chez l'homme. Donc, pourra être cet hypercorticisme pourra être une cause d'infertilité. Donc, je répète, signes neuropsychiques, troubles d'ovulation, oligosponioménorrhée, diminution du libido, une impuissance chez l'homme, augmentation du risque infectieux. Ces patients pourront développer des risques, ou bien des mycoses, ou bien des pityriasis, et les accidents thromboemboliques. Là voilà, les pityriasis, donc comme signe cutané, les mycoses, chez un patient qui a de l'hypercorticisme. Et là voilà, les maladies thromboemboliques comme d'autres complications. Donc c'est pour cela qu'on avait dit que ces signes, ils sont non spécifiques. Donc pourraient être trouvés dans plusieurs pathologies et le terrain là ou bien la symptomatologie, la sémiologie pourra être trompeuse. Il faut mieux diagnostiquer, poser un diagnostic étiologique d'un hypercorticisme ou d'un syndrome de Cushing pour mieux traiter la cause. Les autres signes, là on insiste sur les signes qui sont en rapport avec l'étiologie. Faites attention, ce sont ces signes-là qui vont vous permettre de s'orienter vers une pathologie. Donc premier signe en rapport avec l'étiologie, on peut noter ce que vous voyez à droite dans l'illustration, c'est la mélanodermie. Elle évoque une forte sécrétion d'un ACTH qui est surtout marqué dans les syndromes paranéoplasiques. Donc si vous avez un syndrome de Cushing, en association avec de la mélanodermie, pourra être très fort probablement un syndrome paranéoplasique pour avoir une tumeur qui est en train de se manifester. Ça c'est le premier. Si vous avez dans un contexte clinique la mélanodermie, vous allez penser premièrement à un syndrome paranéoplasique. Je vous invite à noter toutes ces réflexions. Ils vont être utiles dans votre démarche. Si vous avez deuxièmement un syndrome tumoral intracrânien, donc ce sont les céphalées, les troubles visuels, donc qui sont associés à des signes d'insuffisance anti-hypophysaire. On a un cours sur l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc c'est fort probablement un macroadénome corticotrope. On va revoir ça, gardez ça en tête. On va revoir ça dans l'insuffisance anti-hypophysaire et surtout dans les tumeurs de la tige pituitaire ou bien les tumeurs anti-hypophysaires. Donc si vous avez mélanodermie, syndrome paranéoplasique,
Si vous avez un syndrome tumoral intracrânien, douleur, trouble visuel, augmentation du volume, c'est une masse au niveau de l'anti-hypophyse, surtout si vous avez en association un hypopituitarisme. Donc, vous allez penser à un macroadénome, on a un cours sur ça. Si vous avez, dans le troisième cas, donc un hirsutisme, le voilà, donc à l'IRM qui est l'examen de choix devant toute suspicion d'un adénome pituitaire. Nous allons revoir ça avec détail dans les cancers ou bien dans les tumeurs de l'antihypophyse. Et si vous avez un hirsutisme, donc ce que vous voyez là, et on a, je répète, un cours bien détaillé sur l'hirsutisme. Donc si ce dernier, cet hirsutisme, il est discret, il est possible dans toutes les étiologies, mais ça c'est écrit en gras, c'est à retenir bien sûr. Lorsque cet hirsutisme, il est énorme, quand vous voyez dans l'illustration qu'il est important, donc il s'accompagne d'autres signes de virilisation. Donc c'est la masculisation de la femme. On va revoir ça dans l'hyperandrogénie, on a un cours à ça, ou bien de l'hirsutisme. Il va nous orienter vers une sécrétion anormale d'androgène qui est associée donc à une tumeur maligne de la surrénale. Donc je répète, la mélanodermie, vous allez penser un syndrome paranéoplasique, céphalie, trouble visuel, avec un syndrome de Cushing, vous allez vous orienter vers un adénome ou un macroadénome plutôt, grande taille. Si vous avez l'hirsutisme avec un syndrome de Cushing, donc on va revoir ça dans l'hirsutisme, il pourra être un syndrome de Cushing qui est secondaire à un hirsutisme hyperandrogénie qui a d'origine de tumeur maligne malheureusement de la surrénale. Donc j'espère que c'est clair pour les trois signes. J'espère que maintenant vous allez vous orienter vers le type de pathologie et l'origine de cette dernière, si elle est au niveau de l'antihypophyse, tumorale, paranéoplasique, c'est selon ces signes qui sont en rapport avec les étiologies. D'autres signes qui sont biologiques, non spécifiques, qui sont dus bien sûr à l'excès du cortisol. Donc vous pouvez avoir une polyglobulie, vous avez vu ça dans l'hématologie l'année passée. Donc le cortisol, il va stimuler l'érythropoïèse, l'érythropoïétine. Donc on pourra avoir une polynucléose, voire une neutrophilie. Donc, et c'est pas spécifique à ce syndrome. Mais vous pouvez avoir une polyglobulie chez un patient qui est en train de souffrir d'un syndrome de Cushing. Une hyperglycémie, je répète, tous les hormones sont hyperglycémiants, sauf l'insuline. On avait vu ça dans le deuxième chapitre concernant le diabète et l'insulinothérapie. Donc, le cortisol, il va stimuler quoi? Ça, c'est pour vous. Il va stimuler la néoglycogénèse. Il va induire une insulinorésistance. Pourra engendrer une hyperglycémie. On aura une intolérance au glucose ou un diabète de type 2. Donc, hypercorticisme favorise l'intolérance au glucose et du diabète. Une hyperlipidémie, donc ça, vous avez vu dans la dyslipidémie, donc par une augmentation de synthèse hépatique, là voilà, l'hyperglycémie ou bien diabète, la dyslipidémie, donc par l'augmentation de synthèse hépatique du mauvais cholestérol, surtout le LDL, VLDL et les triglycérides. Donc une hyperlipidémie secondaire à un syndrome de Cushing ou bien un hypercorticisme. Et vous pouvez avoir, ça c'est signe de gravité toujours, lorsqu'on voit une hypocalémie. Donc, c'est signe de gravité, risque d'arrêt cardiaque. Donc, généralement, heureusement, cette dernière, elle est modérée. L'effet des minéralocorticoïdes du cortisol. Donc, le cortisol, il a un effet minéralocorticoïde. Il va se manifester surtout quand la production, elle est extrême. Donc, c'est une question d'affinité, c'est de la biochimie. Il pourra être vu devant les cancers surrénaliens ou devant les syndromes paranéoplasiques. Donc, si vous avez un hirsutisme avec un cancer qui est hyper sécrétant du cortisol, un syndrome paranéoplasique immense, vous pouvez noter cette hypocalémie qui pourra se manifester par des troubles de rythme, voire même un arrêt cardiaque. Dernièrement, donc comme signe non spécifique, vous pouvez avoir une insuffisance d'autres axes. Donc, vous pouvez avoir en association une insuffisance gonadotrope, une insuffisance thyréotrope. Pourquoi? Elle est due au freinage de l'hypothalamus par un excès de cortisol. Donc, tout hormone est là son rétrocontrôle ou bien son feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophyseur. Lorsque ce cortisol-là, il est en excès,
il est en immense dose, donc comme le cas d'une tumeur surrénalienne, pourra avoir même du rétrocontrôle aux autres axes, les deux axes qui sont atteints. Vous allez revoir ça dans l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc, c'est les deux axes qui sont être atteints de premier ordre. C'est l'axe gonadotrope et l'axe thyriotrope. Donc, je répète, comme signe non spécifique, si on récapitule ce qu'on a vu dans cette deuxième partie. Donc, hypertension artérielle à évoquer. Donc, faites attention, la symptomatologie, elle est un peu trompeuse. Signe neuropsychique, vous voyez que c'est très multiple. Troubles de sommeil, la dépression, l'anxiété, voire même des psychoses, des bouffées délirantes. Troubles des fonctions gonadiques, troubles de l'ovulation, c'est là chez la femme. L'oligospermie, tout ça, il est à retenir. Impuissance chez l'homme. Les risques infectieux de mycose, les psoriasis qu'on a vu dans l'illustration, les accidents thromboemboliques, la mélanodermie s'il s'agit d'un syndrome paranéoplasique, un syndrome tumoral intracrânien, faites attention, pourra être d'un macroadénome. C'est l'IRM qui est l'examen de choix, on va revoir ça. S'il s'agit d'un hirsutisme très important, voire une virilisation, masculinisation de la femme, donc il pourra fort probablement être une tumeur surrénalienne maligne. On va voir ça dans l'hyperandrogynie. Les signes non spécifiques sont, si on vous pose la question, vous allez citer la polyglobulie, tout ça sont les actions secondaires du cortisol, l'hyperglycémie, le cortisol il est hyperglycémiant, l'hyperlipidémie, on avait vu ça dans la dyslipidémie, l'hypocalémie, c'est l'effet minéralocorticoïde, donc ça nous fait appel à l'aldostérone, et dernièrement, donc le rétrocontrôle en cas d'un excès immense de cortisol, on pourra avoir une insuffisance gonadotrope et une insuffisance même thyriotrope. Donc vous voyez que le tableau clinique est vaste, le tableau clinique il est trompeur, donc c'est pour cela c'est à maîtriser. Surtout, les signes spécifiques sont à retenir par cœur et à évoquer devant toute étiologie. Donc, si vous avez ce tableau clinique, les signes biologiques, surtout, je répète, l'hirsutisme, le syndrome tumoral intracrânien et la mélanodermie, ces trois sont très évocateurs d'une pathologie néoplasique qui est secondaire, ou bien qui va donner un hypercorticisme secondaire. Donc, ça c'est tout pour les signes cliniques, chers collègues. On abordera prochainement le diagnostic de syndrome de Cushing, on va voir la démarche diagnostique devant ce syndrome. Toujours, je vous remercie pour votre attention. Maximum de partage, chers collègues. On se revoit dans la partie clinique du syndrome de Cushing. Bon courage et à la prochaine.